Voilà, on va reprendre. Est-ce que vous avez des questions concernant la première leçon? Oui? Oui, je me demandais, en relativité générale, le formalisme traite d'une façon similaire le temps et l'espace, tandis que dans le formalisme hamiltonien usuel, on fait vraiment la distinction entre le rôle de l'espace et du temps, comme on l'a vu dans le premier cours. Est-ce qu'il y aurait des façons de définir un formalisme hamiltonien qui respecte cette similarité entre le temps et l'espace? Je pense au formalisme hamiltonien de Debye. Et est-ce que c'est judicieux d'aller dans ces voies-là, ou est-ce que ça mène à des impasses? Oui, donc la réponse à la première question, oui, il existe quelque chose, un formalisme hamiltonien où on introduit des moments conjugués, disons, par rapport à toutes les dérivées. Et Hermann Weyl, notamment, a développé cela. Est-ce que c'est judicieux? Disons que les règles de correspondance classiques quantiques dans ce formalisme sont beaucoup moins claires. C'est pour ça que ça n'a pas été considéré. Ça ne veut pas dire que peut-être c'est intéressant néanmoins, mais une application directe pour le problème qui nous intéresse n'existe pas. Alors d'autre part, c'est vrai qu'on a séparé espace et temps, mais on n'a jamais fixé la jauge, si je puis dire, et ça va se traduire par le fait que n et nk, comme je vais maintenant l'expliquer, sont complètement arbitraires. Bon, donc justement, je vais développer ça. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est on a réécrit l'action de Einstein-Hilbert, qui était une action du deuxième ordre, en termes de, donc, qui contient que les G et les G points IJ, par la transformation de Legendre standard sur les variables spatiales uniquement, on a réécrit ça sous une forme qui a la forme hamiltonienne PQ point moins H, où H, on en aura besoin, je vais l'écrire ici, c'est donc ce qui apparaît là, c'est l'intégrale sur D3X de NH plus NK HK. Alors ce qu'on sait, donc on a fait la transformation de Legendre uniquement sur les G points IJ parce que c'est uniquement dans ce secteur-là qu'elle est inversible. Les n points et les n points k n'apparaissent pas, mais ces variables sont des variables dynamiques, donc elles doivent être variées dans l'action. Et ce qu'on sait, et ça c'est les règles générales de la transformation de Legendre, on sait que les équations qu'on obtient en extrémisant cette action-ci par rapport à GIJ, pi point IJ, n et nk, sont équivalentes aux équations qu'on obtient à partir du Lagrangien de départ, où on extrémise par rapport au GIJ, au n et au nk. Alors, que sont ces équations? D'abord, les équations les plus simples, c'est celles où on extrémise par rapport à n et à nk. N et nk apparaissent de manière linéaire, et en fait, ils impliquent des contraintes. Si je varie par rapport à n, j'obtiens que h est égal à 0. Et donc, c'est une relation entre les p et les q. Donc, une fonction des p et des q doit être nulle. Donc, c'est une contrainte sur les p et les q. Donc, et si je fais pareil, si j'extrémise l'action par rapport à nk, bon, à nouveau, c'est direct parce que nk apparaît de manière linéaire. Donc, c'est juste que le coefficient de nk doit être nul, hk égale à 0. Et ça, c'est aussi une contrainte, parce que HK ne contient que GIJ et ses dérivées spatiales, et PIJ et ses dérivées spatiales. Donc ce sont des relations de contraintes qui restreignent les P et les Q. Les pi, IJ et les GIJ réalisés physiquement, ce n'est pas n'importe où dans l'espace des phases, ça doit être sur cette surface définie par les contraintes. Et donc vous voyez que n et nk apparaissent comme des multiplicateurs de Lagrange pour les contraintes h égale à 0 et hk égale à 0. Alors cette contrainte, on l'appelle contrainte hamiltonienne. Et cette contrainte-ci, on l'appelle contrainte de moment.
Et alors, à côté de ça, il faut aussi varier GIJ et PIJ. Alors, à nouveau, là, alors on obtient les équations hamiltoniennes standards. Si je varie par rapport à PIJ, j'obtiens G.IJ est égal à la dérivée fonctionnelle de H par rapport à PIJ. Donc ceci au point X est égal à ça, dérivée fonctionnelle au point X. Parce que ça c'est H, hein, c'est moins H. Donc quand je varie par rapport à PIJ, ben, je dois varier H par rapport à PIJ, c'est le deuxième terme, et G.IJ. Et quand je varie par rapport, quand j'extrémise par rapport à GIJ, bon, la dérivée va porter là avec un signe moins, donc je vais obtenir pi.ij de x au point x, c'est moins la dérivée fonctionnelle de h par rapport à GIJ de x. Et ces équations, je peux les écrire en termes de crochet de Poisson. G.ij de x, c'est égal au crochet de Poisson de GIJ de x avec h, et pi.ij de x, c'est égal au crochet de Poisson de pi.j de x avec h, où le crochet de Poisson me dit que GIJ est canoniquement conjugué à pi.j, c'est-à-dire qu'on a delta ij mn delta, fonction delta de x moins y. Donc avec ce crochet de Poisson, ces équations-là sont bien exactement la même chose que cela. Le crochet de Poisson est antisymétrique, hein. Donc ça, il y a le signe moins, et ceci, ben, ça découle de... C'est bien la même chose que ça. Donc les équations dynamiques ont la forme hamiltonienne standard, mais il y a en plus, et c'est la nouveauté, des contraintes. Mais sinon, et disons, avec des multiplicateurs de Lagrange. Donc il y a des variables lagrangiennes de départ qui n'ont pas de moment conjugué, qui sont des multiplicateurs de Lagrange, et puis là, c'est la partie tout à fait traditionnelle. Alors, ces contraintes, comme je l'ai dit, c'est une propriété générale des théories de jauge. On peut montrer que ce qu'on a rencontré dans le cas de la gravitation, à savoir l'apparition de contraintes et le fait que la transformation de Legendre, on peut la faire, si on veut qu'elle soit inversible, que dans un sous-secteur. Il y a des contraintes avec un multiplicateur de Lagrange. Ici, le laps est le vecteur de déplacement. En général, ce sera d'autres composantes des champs. C'est une propriété tout à fait générale. Donc la présence de contraintes, et c'est Dirac qui a montré ça, apparaît de manière tout à fait générale. Alors il est intéressant, peut-être pour mieux comprendre encore la structure de la théorie, de déballer explicitement ces équations hamiltoniennes. Vous voyez qu'il va y avoir en fait un terme qui est proportionnel, qui va faire intervenir le crochet de Poisson avec h. Donc je vais peut-être, pour ne pas devoir écrire tout 36 000 fois, je vais résumer ces équations. F point, c'est le crochet de Poisson de f avec h, où f est une fonction quelconque de GIJ et de PIJ. Donc en particulier, si pour f je prends GIJ, j'obtiens ça. Si pour f je prends PIJ, je prends ça. Et le crochet de Poisson a la propriété de dérivation, donc c'est correct aussi. Alors si j'écris ça en détail, je vois apparaître deux termes. D'abord, un terme multiplié par le laps fois f h, puis un terme multiplié par le shift f hk. Et donc la dérivée temporelle ne sera complètement fixée que si je connais n et nk. Or, dans la théorie, il n'y a rien qui détermine n et nk. N et nk sont complètement arbitraires. On a une solution des équations du mouvement, quel que soit n et nk. Et donc on voit apparaître de manière très explicite le fait que la solution générale des équations du mouvement contient l'arbitraire, qui est ici contenu dans n et nk, et que donc, si on veut
à partir de conditions initiales données, avoir une réponse sur ce que valent les champs à un instant ultérieur, il faut fixer n et nk, c'est-à-dire essentiellement fixer la jauge. Oui? Non. Il faut fixer n et nk. Donc si je me donne n et nk, bien sûr, la dynamique est complètement, elle est sous forme normale et elle me donne une solution unique, si n et nk, mais n et nk ne sont pas fixés. Alors pourquoi n et nk ne sont pas fixés? Parce que dans ces équations-là, rien ne fixe nk. Alors on pourrait se dire, ah oui, mais peut-être que... et ça, c'est lié à une propriété importante, c'est que les contraintes sont ce qu'on appelle de première classe. Alors je vais d'abord écrire la propriété, puis je vais dire pourquoi elle est importante. Donc c'est une terminologie qui a été introduite par Dirac. Ça veut dire que les crochets de poisson des contraintes entre elles, donc je les écris d'abord tous, sont nuls en vertu des contraintes. Alors, quand quelque chose est zéro en vertu des contraintes, j'écrirai la forme explicite plus tard, on écrit ça comme ça. Donc, ce signe qu'on dit parfois faiblement égal à, ça veut dire égal lorsque les contraintes sont satisfaites. Donc ce qu'on peut démontrer, c'est qu'on a ça c'est la propriété de première classe, mais dès lors, si je calcule la dérivée temporelle de h ou la dérivée temporelle de hk, vous voyez que c'est égal à 0, donc je vais devoir calculer h avec h en un point différent et h avec hk en des points distincts, mais c'est égal à 0. Donc vous voyez que ceci va automatiquement être égal à 0 quand les contraintes sont satisfaites. Et donc il n'y a rien qui va déterminer n et nk. Mais on sait qu'il n'y a rien qui doit déterminer n et nk parce que la théorie est invariante par changement de feuilletage. Si je change n et nk, on sait que la théorie est invariante. Donc en fait, je dois réellement voir ça comme un argument pour me dire que les contraintes associées à n et à nk, celles qui viennent avec n et nk, nécessairement doivent avoir cette propriété-là, parce que si elles ne l'avaient pas, n et nk seraient contraints, et on sait qu'ils ne peuvent pas être contraints puisque j'ai l'invariance de jauge. Et donc l'argument de Dirac, c'est réellement de dire que toute contrainte associée à une invariance de jauge va être une contrainte de première classe. On va avoir la propriété que son crochet de poisson avec les autres contraintes est nul en vertu des contraintes. Vous voyez aussi que l'arbitraire dans n et dans nk, ça correspond précisément à l'arbitraire que vous avez si je me donne une hypersurface initiale. Je peux construire, il faut que je choisisse n et nk pour vous dire quelle va être celle d'après. Et donc le choix de n et de nk va me déterminer, je construis, disons, de proche en proche, en faisant des choix de n et de nk, la manière dont je vais découper mon espace-temps, mais puisque n et nk sont arbitraires, je peux le découper en un sens comme je veux. Vous me donnez un découpage, un autre, ce sera deux choix différents de n et de nk. Et la théorie est invariante pour ça, parce qu'en fait, c'est l'invariance de jauge en termes hamiltoniens. Voilà, alors je ne vais pas en dire beaucoup plus ici, mais on aura peut-être besoin des crochets de poisson, donc je vais les écrire explicitement. Alors à nouveau, c'est mécanique. Je vous donne, vous avez une fonction des pi et des q, une fonction des p et des q, une fonction des p et des q. Vous avez les crochets de poisson. Calculer le crochet de poisson de ces fonctions, il faut être capable de dériver des fonctions de fonctions, et c'est à peu près tout ce qu'il faut pouvoir faire. Néanmoins, c'est un peu lourd, donc je ne vais pas le faire au tableau. Le calcul direct nous donne, comme c'est quelque chose qui est important pour après, nous donne la chose suivante, et je ferai un premier commentaire. D'ailleurs, là-dessus. Donc ça, c'est un S. Donc c'est un indice spatial de Y. Delta, donc dérivé par rapport à R de delta. Et ici, je vais obtenir quelque chose de plus simple. Et là, quelque chose
Voilà, donc ça c'est un calcul un peu lourd mais direct des crochets de poisson, de ces fonctions des Q et des P. En utilisant les relations, les crochets le fait que Q et P sont conjugués. Mais donc vous voyez bien que si les contraintes sont satisfaites, ce crochet de poisson est nul. Celui-ci aussi, celui-ci aussi. Alors remarquez que les coefficients qui apparaissent devant HM et H ici sont des constantes, enfin, qui ne dépendent pas des variables dynamiques. Par contre, ici, les variables dynamiques apparaissent. Donc on n'a pas tout à fait enfin pas tout à fait, soit on l'a, soit on n'a pas. Donc on n'a pas une algèbre de Lie. On n'a pas une algèbre de Lie parce que les crochets de poisson ici, de H avec H, en des points distincts, contiennent les variables dynamiques. Je reviendrai là-dessus plus tard. Désolé de t'embêter, mais est-ce qu'on n'a pas non plus une algèbre de Lie dans le cas spatial, parce que juste l'algèbre des difféomorphismes spatiaux n'est pas une algèbre de Lie au sens... Bon, ça dépend des définitions d'algèbre de Lie, mais une algèbre de Lie, c'est un espace vectoriel muni d'une structure de crochet qui obéit à Jacobi, et ça le fait. Et le crochet est un élément de l'algèbre des H, du même espace vectoriel. Donc peut-être il y a des définitions plus restrictives d'algèbre de Lie, mais si je prends juste ça... Je pense à l'algèbre de Lie d'un groupe de Lie, mais c'est pas ce que tu veux. Ah oui, non, je dis algèbre de Lie, je n'ai pas dit groupe de Lie. Hein. Pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Même si à certains moments, mais je ne l'ai pas encore fait, je prendrai des libertés par rapport à ces concepts, mais pour le moment, c'était juste algèbre de Lie. Bien, alors, disons, à nouveau, je vais répéter cela. On voit que cette équation-ci met bien en évidence le fait que les contraintes, non seulement c'est des contraintes, elles me contraignent les variables dynamiques, mais c'est aussi les générateurs des transformations de jauge. Ici, ça montre que l'évolution temporelle, en fait, c'est une transformation de jauge engendrée, pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait que N et Nk, c'est précisément ce qui paramétrise dans le langage hamiltonien les possibilités les différents difféomorphismes. Un choix de N et de Nk, ça vous dit comment construire le feuilletage, la traduction hamiltonienne du difféomorphisme, et vous voyez que ça apparaît ici multiplié par les contraintes. Donc les contraintes en tant que générateur hamiltonien à travers le crochet. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Tout d'un coup, j'ai changé mes notations et personne ne s'est plaint. Donc c'est un crochet de poisson. Hein. Ce n'est pas un commutateur. On n'est pas encore là. Désolé. Donc vous voyez qu'à travers le crochet de poisson, les contraintes engendrent les transformations de jauge. Donc elles jouent réellement deux rôles. Ça, c'est important à garder à l'esprit. À la fois, elles restreignent, elles vous disent que les Q et les P ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur, mais il faut qu'ils obéissent à ces équations. Mais en même temps, ça vous dit aussi que les transformations de jauge, c'est en fait engendré par les contraintes. Puisque ça apparaît clair, et c'est ce terme-là qui apparaît clairement dans les équations du mouvement, qui vous dit à tout moment je peux faire une transformation de jauge, et voilà ce terme dans les équations du mouvement. Et c'est de nouveau quelque chose de très général. Donc Dirac a montré que si vous avez une théorie de jauge, il lui correspondra dans le formalisme hamiltonien des contraintes qui seront de première classe et qui joueront à nouveau ce double rôle d'être à la fois des contraintes, mais aussi d'être des générateurs de quoi? De la transformation de jauge. Bien, alors il y a peut-être encore... non, je pense que j'ai dit ce que je voulais du point de vue classique, et donc on va pouvoir... Oui, non, je voudrais peut-être ajouter une chose. D'abord dans les notations. Donc, H et HK engendrent la possibilité de... Enfin, c'est associé au choix du slicing. Maintenant, je peux considérer une déformation, je peux m'être donné un certain feuilletage, mais je peux regarder des déformations de l'hypersurface qui ne préservent pas le feuilletage. Donc, parfois, puisqu'on sait que c'est ça c'est toujours engendré par ça. Donc, parfois, on écrit la chose suivante, on découple les paramètres qui expriment la déformation
de G0 mu, parce que ça, en fait, c'est lié au G0 mu, mais je peux faire un paramètre, une déformation qui n'est pas nécessairement celle prescrite par les G0 mu, donc on va l'appeler les paramètres différemment. Donc, une déformation générale va être donnée par cette expression, mais où j'ai remplacé n par xi perpendiculaire et nk par xi k. Vous donnez un champ de vecteurs quelconque, qui n'est pas nécessairement celui qui est directement relié à G0 mu, parce que c'est ça que ça a comme connotation n et nk. Vous me donnez un champ de vecteurs quelconque, et voici le générateur de la transformation qu'il engendre. Alors, ce que j'ai dit est tout à fait juste dans le cas des espaces fermés. Dans le cas des espaces avec un bord, ou des espaces qui ont une zone asymptotique, bon, qui joue le même rôle qu'un bord, le générateur ici est incomplet, en général. C'est-à-dire qu'il doit être complété par un terme de bord qui sera nul si les paramètres sont nuls au bord, mais qui sera en général pas nul. Alors, je passerai beaucoup de temps à expliquer comment on construit ça plus tard, mais c'est important d'avoir ça à l'esprit. Parce que dans les espaces fermés, il n'y a rien d'autre à dire, sans bord, il n'y a rien d'autre à dire, et donc en particulier, on voit que le hamiltonien, lorsque les contraintes sont satisfaites, est nul, puisque h égale à 0 et hk égale à 0. Dans le cas où j'ai des espaces avec un bord, donc on va prendre par exemple le cas des espaces asymptotiquement pleins, et je vais prendre un feuilletage qui asymptotiquement tend vers des hyperplans parallèles. Donc je vais avoir donc asymptotiquement, je retrouve l'espace de Minkowski. Donc là, je peux utiliser le concept de Minkowski. Donc je vais avoir quelque chose comme ça, mais après ici, peut-être c'est compliqué. Mais asymptotiquement, ils sont parallèles. Et puis ils feront n'importe quoi. Donc un feuilletage comme ça. Et donc asymptotiquement, il y a un déplacement donné par un... Donc si je considère que c'est le temps qui va comme ça, donc j'aurai n perpendiculaire et nk, et asymptotiquement, donc pour tend vers 1, je marche le long de la normale et nk tend vers 0. Donc je regarde des déplacements qui sont asymptotiquement des translations dans le temps asymptotiques. Eh bien, dans ce cas-là, on peut montrer qu'il faut compléter ceci par un terme de surface. Donc je vais passer pas mal de temps à expliquer comment on construit le terme de surface plus tard, comme je l'ai dit. Ici, je vous donne la réponse parce que c'est conceptuellement important. Dans ce cas-ci, le terme de surface est bien connu. C'est ce qu'on appelle l'énergie d'ADM, donc Arnold, Deser et Misner. Donc il y aura un terme à l'infini, donc sur la 2 sphères à l'infini. Donc ça veut dire quoi? Que vous prenez une sphère de rayon grand et puis vous faites tendre R vers l'infini, d'une expression qui en général, alors je mets tous les indices en dessous parce que asymptotiquement c'est la métrique euclidienne, enfin minkowskienne, donc spatialement euclidienne, G, L, K, virgule L, moins G, L, L, virgule K. Donc on peut démontrer que dans ce cas-là, alors évidemment du point de vue, dans la dérivée fonctionnelle, ça disparaît. Donc ça ne change absolument rien aux équations du mouvement, mais c'est important, pour des raisons qu'on comprendra mieux plus tard, de l'inclure. Et en particulier, ça implique que le générateur des translations asymptotiques dans le temps, H, lorsque les contraintes sont satisfaites, n'est pas nul, mais donné par cette quantité qui est en fait l'énergie ADM. Donc pour un trou noir, pour une solution de Schwarzschild, vous calculez ceci, vous obtenez la masse. Pour une autre solution, vous obtenez la valeur de l'énergie pour cette autre solution. Donc c'est important à garder à l'esprit. Il faut parfois... Alors ici, il n'y a pas de coefficient. Donc normalement, je devrais mettre ici la valeur asymptotique de n, mais j'ai utilisé le fait qu'elle était égale à 1. Donc ça va dépendre de la valeur asymptotique. Oui, donc je devrais écrire ça ici. C'est la même chose pour xi perpendiculaire et xi k en général. J'aurais aussi un terme de surface, mais ici, puisque je regardais nk, je regardais le slicing associé, le feuilletage associé à mon déplacement dans le temps,
donc c'est N et NK qui apparaissent, donc le terme de surface complète ceci. Et vous voyez que dans ce cas-là, le hamiltonien se réduit au terme de surface, qui est justement l'énergie d'ADM, sur laquelle on reviendra plus tard, mais qui n'est pas nulle pour un trou noir, de Schwarzschild, ça donne M, la masse. Ça va, donc gardons ça à l'esprit. Donc H, dans le cas des espaces fermés, est toujours nul. Dans le cas des espaces avec une région asymptotique ou avec bord, il y a un terme de bord à ajouter qui peut ne pas être nul. Ça va? Donc voilà. J'ai dit tout ce que je voulais dire sur la formulation classique hamiltonienne, qui est réellement le point de départ de la formulation quantique, et donc dans l'approche canonique à la formulation quantique, c'est l'équation de Wheeler-de Witt. Donc c'est un bon moment pour poser des questions s'il y en a. Donc il y a peut-être certains points sur lesquels j'étais assez vite, mais qui seront clarifiés quand je reviendrai là-dessus, lorsque je parlerai de l'équation de Wheeler-de Witt dans les espaces asymptotiquement plats, plus tard. Mais je le mentionne déjà maintenant parce que c'est important. Donc maintenant, je vais commencer réellement la deuxième leçon, donc qui s'intitulait équation de Wheeler-de Witt. Donc je vais dériver, on a tout ce qu'il faut pour dériver l'équation de Wheeler-de Witt, et pour arriver à l'écrire, vous allez voir que c'est absolument direct. La complication, c'est de lui donner un sens précis et de comprendre les propriétés les questions conceptuelles qu'elle soulève. Donc, équation de Wheeler-de Witt, on va la dériver maintenant. Alors, on est arrivé à une reformulation de la gravitation einsteinienne où j'ai un espace des phases, l'espace des GIJ et πmn, qui obéissent à un certain crochet de Poisson. Et donc, si on se rappelle ce que j'ai dit au début de l'heure précédente, on dit, bon, puisque j'ai un crochet de Poisson, la règle de correspondance est que les Q et les P deviennent des opérateurs. Donc, GIJ de X va devenir un opérateur. Donc j'écris d'abord les choses un peu formellement. Hein. Il faudra donner un sens beaucoup plus précis à tout ce que j'écris, mais ça nous donne une idée de ce qu'on veut faire. Les variables classiques PIJ de X vont devenir des opérateurs. Et ces opérateurs ne vont pas commuter. Et les relations de commutation sont dictées par le crochet de Poisson. Donc, qu'est-ce qu'elles vont me dire, les relations de commutation? Donc, je ne mettrai pas toujours les chapeaux, hein, mais ici, c'est important de les mettre. Elles me disent que ces opérateurs-là doivent avoir des relations de commutation qui sont données par I h bar, que je ferai égal à 1 très rapidement, mais je vais l'écrire quand même maintenant, fois le crochet de Poisson. Donc, ça va être I h bar delta ij mn delta de x moins y. Et donc, on va avoir, il faut réaliser ces relations de commutation, donc on va avoir des états, on va avoir un espace des états, à préciser de manière, on va voir que c'est compliqué, mais à préciser, sur lesquels on a ces opérateurs qui agissent. Et ils doivent être définis, ces opérateurs, de telle sorte qu'on ait ces relations de commutation. Donc on a envie de dire, faisons comme pour les Q et les P. J'avais dit, il y a une manière de les réaliser, c'est d'apprendre des fonctions qui dépendent des Q. Et l'opérateur Q, c'est multiplication par Q, et l'opérateur P, c'est H bar sur I dérivé par rapport à Q. Et donc ici, on va dire, une manière de réaliser ça, c'est considérer des fonctionnels GIJ qui vont dépendre de GIJ de X, ça c'est les Q, donc c'est psi de Q. Et la manière dont l'opérateur GIJ chapeau va agir là-dessus, c'est multiplié par GIJ de X. Donc ça va être une nouvelle fonctionnelle qui va être obtenue par, qui va être l'ancienne multipliée par GIJ de X. Donc ça c'est la partie que je ne vais pas écrire, mais par contre, πmn de Y agissant sur psi,
eh bien, ça va être h bar sur i, delta psi, sur delta gmn de y. Et formellement, ceci va automatiquement être compatible avec les relations de commutation. Parce que si vous multipliez d'abord par psi par g, et puis que vous dérivez par rapport à g, ben il va y avoir deux termes, et que ça va juste expliquer le commutateur. Bon, donc, en tout cas, formellement, les règles sont claires. Je dis formellement parce qu'il faut préciser dans quel espace vivent les psi. Et ça, je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas le faire tout de suite. Mais en tout cas, c'est la transposition naïve de ce que l'on fait en mécanique classique. Alors ça, c'est très beau, mais il y a quand même une chose que je dois aborder, c'est on n'a pas juste des Q et des P, on a des Q et des P contraints. Qu'est-ce que je fais des contraintes? Donc là, j'écris les choses comme s'il n'y avait pas de contraintes, mais on sait que dans la théorie, il y a des contraintes. Donc qu'est-ce que je dois faire avec les contraintes? Alors à nouveau, on va être guidé par... De même aussi, on sait que il y a la variance de jauge. Enfin, c'est lié étroitement aux contraintes, comme on l'a vu, puisque les contraintes engendrent la variance de jauge. Mais on sait qu'en vertu de la variance de jauge, pas n'importe quelle variable dynamique est observable. Uniquement les observables sont les invariants de jauge. Donc, comment peut-on tenir compte de ça, ou doit-on tenir compte de ça dans la théorie quantique? Alors l'idée, c'est Dirac qui l'a... ça fait partie des règles que Dirac a données dans ce cas-là, c'est que les contraintes de première classe, ce qui est le cas qui nous intéresse, dans la théorie quantique, doivent être imposées sur les états physiquement réalisables. Donc H et HK vont devenir des opérateurs, donc ils dépendent de X. Et ce que dit Dirac, c'est que dans l'ensemble des états, les seuls qui sont physiquement réalisables, c'est ceux qui sont annihilés par les contraintes. Alors, d'où ça sort? Bon, ça sort qu'il a regardé beaucoup de cas avant de proposer ça, mais la manière après dont on dit, ben oui, mais c'est après tout, c'est tout à fait naturel d'imposer ça, c'est qu'on sait que les H et les HK engendrent les transformations de jauge. Et donc, il est naturel de dire que les seuls états physiquement réalisables sont ceux qui sont invariants pour ces transformations de jauge. Être invariant pour les transformations de jauge, c'est être annihilé par les générateurs des transformations de jauge. Les générateurs des transformations de jauge, c'est les contraintes, et donc, c'est très naturel. Ça vous dit aussi que les contraintes, ceci évidemment, c'est une équation, une relation opérationnelle, mais si maintenant je prends les valeurs moyennes des contraintes dans les espaces physiques, ça fait 0. Donc c'est aussi une manière de dire, grâce à ça, les contraintes sont automatiquement zéro, lorsque je calcule les valeurs moyennes de contraintes entre états physiques, qui sont les seuls qu'on peut réaliser. Et donc, il y a beaucoup d'arguments qui conduisent, mais on va à dire que c'est la bonne chose à faire, la bonne manière de tenir compte des contraintes, c'est les imposer sur les états physiques. Donc ça, c'est testé dans beaucoup de cas, et c'est naturel d'imposer ça, puisque précisément, ceci exprime que les états sont invariants de jauge. Alors, comme l'a dit Dirac, et c'est une question a priori compliquée, donc il faudra que j'en reparle à nouveau, mais je vais ici dresser le portrait global, et puis on s'intéressera d'un peu plus près à certains des points que j'évoque. C'est que ces équations, elles sont, pour qu'elles soient compatibles, vous savez, si j'agis ici avec HK, et si j'agis ici avec H, et que je fais la différence, je vais obtenir une équation du style donc ceci implique ça. Et on peut se poser la question, est-ce que ce sont de nouvelles contraintes? Alors, si la propriété de première classe est préservée par mes règles de correspondance, c'est-à-dire si
les opérateurs correspondant à HK et HM sont toujours de première classe, c'est-à-dire tels que maintenant leur commutateur, c'est une combinaison des contraintes, mais ceci va être automatiquement satisfait comme conséquence de ça, et donc il n'y aura pas d'équation supplémentaire. Mais j'ai bien dit si. Donc, c'est une question qu'il faut avoir à l'esprit. Parce qu'il pourrait se faire que ce commutateur ne soit pas égal à 0. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que la symétrie de jauge n'est pas réalisée au niveau quantique comme on voudrait. Donc il peut y avoir une anomalie, il faut faire attention. Mais je vais supposer que c'est le cas pour le moment. Donc comme j'ai dit, je développe le formalisme et puis on vérifiera des morceaux. Je ne vais pas tout vérifier, c'est compliqué. Mais il y a des choses qu'on va pouvoir comprendre mieux. Donc on va supposer que c'est le cas, c'est-à-dire que ça, c'est bien proportionnel au H, aux contraintes. Donc H mu, je vais écrire, c'est-à-dire H et HK. Et donc ça fait c'est 0 automatiquement en vertu de ces équations. Donc l'ordre est le bon, là. Pardon? Donc l'ordre est le comme il est là. Oui? Est-ce qu'on ne doit pas aussi supposer que les états physiques sont invariants de Weyl en quantité? Les degrés de liberté physique, c'est des classes d'équivalence des métriques GIJ modulo Weyl. Alors, il y a plusieurs... Donc ça, j'en parlerai plus tard, mais on peut effectivement considérer une autre représentation. Après tout, en mécanique quantique, on a la représentation des Q. On peut aussi travailler dans la représentation des P. On peut aussi travailler dans une représentation où certains des Q sont gardés, et pour les autres degrés de liberté, c'est les P, une représentation mixte où il y a des Q et des P. Ici, je pourrais considérer ce qu'on appelle la métrique conforme, c'est-à-dire ceci et alors un pi qui est essentiellement la trace de la courbure extrinsèque. C'est une autre représentation, et donc là, effectivement, et donc on aura l'équation que je vais écrire prendra une autre forme, mais c'est une possibilité, et en fait, c'est avantageux parce qu'on a des théorèmes sur la solution des contraintes en termes de ces variables-là. Et si je fixe pi, il y a des théorèmes agréables, et donc effectivement c'est une bonne représentation. Mais c'est un choix de représentation. De ce point de vue-là, ceci est aussi bon, peut-être pas aussi commode, mais c'est un choix de commode ou pas commode, ce n'est pas un choix fondamental. Bien, donc on peut effectivement reprendre des représentations mixtes, mais je vais considérer cette représentation-ci maintenant, parce qu'en fait, dans cette représentation, ces équations sont précisément ce qu'on appelle les équations de Wheeler de Witt. Donc en fait, les équations de Wheeler de Witt, c'est réellement ça, écrites dans la représentation des G, mais il n'y a rien de fondamental à l'écrire dans la représentation des G. Donc j'aurais tendance à dire, même si je les écris dans cette représentation-là, ce que je ferai sans doute à la dernière leçon, appeler ça l'équation de Wheeler de Witt. Simplement, c'est les mêmes équations, mais écrites dans une autre base. Bien, alors, mais écrivons-la dans cette base-là. Alors, ne réagissez pas tout de suite. Donc, il y a manifestement des problèmes d'ordre parce que maintenant, les PIJ ne commutent pas avec les GIJMN. Pourquoi? Parce que les GIJMN contiennent la métrique. Donc là, il y a des Q, là, il y a des P. Donc il y a un problème d'ordre. Mais on va, comme j'ai dit, tout ça va être pris de manière un peu plus systématique plus tard. Et donc j'ai GIJMN. Et puis je dois dériver psi. Donc ça, c'est les dérivés fonctionnels de psi par rapport à GIJ. Donc je vais avoir la dérivée seconde, puisque j'ai un P carré. Donc c'est une sorte de... Alors c'est moins c'est H bar sur I, donc ça fait moins 1 sur I au carré, donc j'ai un signe moins, et H bar je fais égal à 1. Moins R racine de G psi est égal à 0. Et l'autre, ça elle est plus facile, là on va voir que là il n'y a pas vraiment de difficulté pour cette partie-là. C'est moins, donc quelque part, c'est ici. Donc je vais remplacer ceci par la dérivée fonctionnelle par rapport
AGKM, enfin bon, on va élever l'indice. Donc j'ai moins, ça c'est le moins 2, ben, si c'est égal à 0, je laisse tomber le 2, je laisse tomber le i, et h bar est égal à 1. Donc finalement, qu'est-ce que je vais obtenir comme équation? Delta psi sur delta gij, dérivée covariante, donc le moins je peux même le laisser tomber, par rapport à j est égal à 0. Et donc ceci, c'est ce qu'on appelle l'équation de Wheeler de Witt. Ou les équations de Wheeler de Witt. Bon, je vais tout de suite parler de ça. Et alors, c'est celle-là réellement qui est l'équation cruciale et très compliquée. Et donc c'est quoi? C'est ce qu'on obtient formellement en appliquant les règles de correspondance standard dans la base où les gij de x sont diagonaux, donc dans la base psi de q, psi de gij, en appliquant les contraintes sur les états physiques. Rien d'autre. Mais c'est beaucoup. Alors, donc on va passer beaucoup de temps à comprendre cette équation. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais il y en a une qui est simple. Donc je vais faire la facile d'abord. Et c'est une qui est facile parce qu'en fait, rappelez-vous, pourquoi on impose des contraintes? C'est parce que ça exprime l'invariance de jauge. Donc dans ce cas-ci, c'est l'invariance pour les difféomorphismes. Et comme c'est HM, c'est la partie HM, c'est les difféomorphismes d'espace. Donc en fait, si on ne s'est pas trompé, cette équation-ci, elle me dit que psi, donc qui décrit l'état physique, doit être une fonctionnelle de la métrique gij de x, telle que si je fais un difféomorphisme, si je change gij de x par un difféomorphisme, psi ne change pas. Bon. Alors, est-ce que c'est bien le cas? Ben, vérifions. Donc ça, c'est un des calculs simples qu'on peut faire, donc je vais le faire. Donc en fait, par difféomorphisme, psi varie de la manière suivante. Où la variation delta gij est la variation de la métrique par difféomorphisme. C'est-à-dire, c'est la dérivée de l'i de la métrique le long du difféomorphisme xk. Et ça, il y a plusieurs manières de l'écrire, mais on peut l'écrire en termes de dérivée covariante. Alors c'est xi bar j plus xij bar i. Et donc, delta psi, c'est égal à d3x, delta psi, delta gij. Alors ça, c'est symétrique en ij, donc on ne va pas perdre son temps à l'écrire deux fois. Donc on va mettre un facteur 2, xi bar j. Donc maintenant, je peux faire une intégration par partie. Donc ça, c'est 2 xi virgule j, moins 2, oui c'est bar j, mais c'est la même chose que virgule, moins 2 pour une densité vectorielle, moins d3x, delta psi sur delta gij, bar j xi. D'accord? Si psi satisfait à la contrainte, ce terme-là est nul. Et donc la variation de delta psi se réduit au terme au bord. S'il n'y a pas de bord, c'est 0. S'il y a un bord, c'est aussi 0 pour autant que xi tende vers 0 au bord. Mais effectivement, on sait que, et à nouveau je vais redévelopper ça plus tard, quand il y a des bords, dans le cas asymptotiquement plat,
les difféomorphismes qui ne tendent pas vers 0 à l'infini sont des difféomorphismes observables. On a déjà vu un exemple. Si le difféomorphisme ici qui tend vers une translation dans le temps à l'infini, eh bien, son générateur n'est pas égal à 0 en vertu des contraintes. Il a un générateur non nul, donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette contrainte garantit l'invariance de la fonction psi pour les difféomorphismes, tous les difféomorphismes dans le cas des espaces fermés, et ceux qui sont nuls au bord dans le cas des espaces où il y a un bord. Alors, dans le cas des espaces fermés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que psi, en fait, ne dépend que de la géométrie. La géométrie, c'est la classe d'équivalence des GIJ de X modulo les difféomorphismes. Et donc, Wheeler a une notation, bon, il écrit ça comme ça. Donc, psi est une fonction de la 3 géométrie. Donc ça veut dire que c'est un objet qui est invariant par difféomorphisme, qui ne dépend que, par exemple, qui peut être une fonction des invariants de courbure, qui sont les mêmes quelles que soient les coordonnées que vous utilisez. Et donc on comprend bien cette équation. Et donc l'équation compliquée, c'est celle-ci, mais qui doit être vue donc comme une équation pour un psi qui dépend de la géométrie, dans le cas où je travaille dans cette représentation. Bien, alors, à côté des contraintes, il y a en principe aussi une équation de Schrödinger. Donc, parmi toutes les règles de correspondance, il y en a, je ne les ai pas toutes listées au début, mais il y a quand même une équation fort importante qui nous donne l'évolution dans le temps des états, qui s'appelle l'équation de Schrödinger. Donc l'équation de Schrödinger, on ne va plus avoir besoin de ça aujourd'hui, donc je peux l'effacer. Qu'est-ce qu'elle dit, l'équation de Schrödinger? C'est que la dérivée par rapport au temps de la fonction d'onde est donnée par l'action de l'hamiltonien. Donc pour être tout à fait précis, I h bar d psi sur dt, c'est égal à h psi. Où h est l'opérateur obtenu, bon, si je travaille dans la représentation des Q, donc sinon je peux l'écrire comme ça. Ça, c'est Schrödinger. Donc, je suppose que tout le monde est d'accord avec moi que c'est connu, que c'est Schrödinger. Bon. Alors, si je regarde la théorie, j'apprends une chose intéressante, en tout cas, ou non triviale plutôt, c'est que dans le cas des espaces fermés, où je ne dois pas ajouter de terme de surface à H, ben ceci c'est 0, en vertu des contraintes. Espace sans bord. Par contre, s'il y a un bord, par exemple dans le cas des espaces asymptotiquement plats, ça va être l'énergie d'ADM, le terme de surface, agissant sur psi. Bon, donc ça c'est les règles générales appliquées à la gravitation. On est conduit, en appliquant les contraintes sur psi, à l'équation ou aux équations d'Euler de Witt, et on a aussi cette propriété qui nous dit comment psi dépend de la coordonnée t, soit 0, soit non 0, l'énergie d'ADM. Alors, ça c'est, disons, j'ai brossé les choses de manière générale, mais évidemment, ces équations soulèvent énormément de questions. Et elles soulèvent des questions de plusieurs types. Donc avant peut-être de parler des questions qu'elles soulèvent, est-ce qu'il y a des questions sur la dérivation de ces équations ici? Oui? Ici, l'énergie d'ADM, il faut la comprendre comme un opérateur. Oui, c'est un opérateur, bien sûr. Mais dans la représentation où la métrique est diagonale, ce n'est pas un opérateur trop compliqué.
L'énergie d'ADM a cette propriété intéressante de ne dépendre que de la métrique. Alors, si vous calculez le moment linéaire, ce n'est pas vrai. Là, il y aura les pics qui vont apparaître. Mais pour l'énergie ADM, ça ne dépend que de la métrique. Pardon? C'est juste multiplication. Donc, du coup, c'est juste multiplication. Mais si, évidemment, je travaillais dans la représentation où c'est les PIJ qui sont diagonaux, alors là, ça agit comme un opérateur différentiel. Alors, je vais donner quelques difficultés. Probablement que ce n'est pas exhaustif, la liste. Ça n'a pas empêché les gens de parler beaucoup de l'équation de Wheeler de 8. Bon. Alors, il y a des difficultés, disons, d'un type... Peut-être une question sur ce que tu viens de dire. Oui. Et on peut vraiment travailler avec les PIJ, parce que dans ce cas-là, le Hamiltonien, il est non polynomial dans la métrique. Oui, donc c'est encore plus compliqué les problèmes techniques que je vais mentionner maintenant. Mais, alors, bon, ce que les gens font, donc, ceci est une représentation à mi-chemin. Certains des Q sont gardés et d'autres Q sont remplacés par les pi correspondants. Et donc, on peut aussi se poser la question, c'est peut-être pas tout à fait polynomial. Ce que Dirac a fait, et ce que plusieurs personnes ont fait, on peut avoir un développement perturbatif éventuellement, perturbé autour de l'espace plat. Et dans ce cas-là, on peut réellement dire des choses intéressantes. Parce qu'en fait, on peut montrer que cette représentation, pour la gravitation linéarisée, c'est beaucoup plus naturel que celle-là. J'espère que j'aurai le temps de dire des choses lorsque je parlerai de Minkowski, des espaces asymptotiquement minkowskiens. Donc c'est une représentation que les gens connaissent déjà Dirac en 1959 propose essentiellement ceci, parce qu'il fixe la jauge en choisissant pi. Donc ça revient à travailler dans cette la jauge pour difféomorphisme de genre temps. D'accord, donc ça c'était la réponse à ça. Mais effectivement, on obtient des choses non polynomiales. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il développe perturbativement autour de solutions, dans ce cas-là, Minkowski. Mais c'est aussi intéressant pour antidecitaire. Pareil, si tu développes autour. Là, il y a même des théorèmes généraux. Bon, c'est-à-dire que c'est à la fois, pratiquement, si on veut donner un sens, il faut développer, mais c'est, disons, secondé dans une certaine mesure par le fait qu'il y a des théorèmes très généraux sur l'existence de solutions à pi donné. Le slicing est effectivement... Il y a des théorèmes qui disent si c'est une bonne ou une mauvaise condition de jauge. Il y a des théorèmes, en fait, il y a des théorèmes garantissent que c'est une bonne condition de jauge de fixer pi. Et de là, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe d'abord la jauge avant de procéder à la quantification. Donc il y a un tas de problèmes qui disparaissent. Et en principe, c'est équivalent. Quantifier, donc, fixer la jauge avant de quantifier, en principe, c'est équivalent à quantifier sans avoir fait, et seulement tenir compte de l'invariance de jauge après. En principe. C'est vrai pour les théories libres. C'est ce que je voulais dire, oui, mais si. C'est-à-dire, il y a des problèmes, oui, mais il y a des problèmes d'ordre de toute façon. Donc, ces problèmes, on peut toujours dire, ils se cachent derrière les problèmes d'ordre. Donc là, on s'éloigne de ce que je veux dire aujourd'hui. On pourra en reparler. Non, mais c'est important. On peut en reparler plus tard. Mais donc, il y a des problèmes que je vais qualifier de problèmes plutôt techniques, qui est donner un sens opérationnel à cette équation. Parce que je me suis gardé l'écrire, mais réellement, en chaque point x, on a cette équation. Donc c'est une infinité d'équations. Et donc on prend des dérivées secondes en des points coïncidents de psi. Alors il peut y avoir des psi qui sont bien définis comme ça, mais ça peut poser un problème. Donc il faut donner un sens à ça. Là, je vous ai dit, cette équation-là, elle n'est pas très compliquée, elle a un sens géométrique très clair, donc je lui ai déjà donné un sens. Mais donc, comment donner un sens à cette équation? Donc l'idée, c'est qu'il faut régulariser, mais après, peut-être normaliser. Et on sait que la gravitation toute seule pose des problèmes du point de vue renormalisation. Donc je ne vais pas parler de ces problèmes techniques-là. Parce que je pense que pour les traiter correctement, il faut avoir une théorie de la gravitation mieux définie au niveau quantique. C'est-à-dire pour les divergences en des points coïncidents ultraviolettes. Mais indépendamment de ça, il y a des tas de problèmes conceptuels que soulève l'équation de Wheeler de 8 et qui apparaissent dans toute formulation de la gravitation.
Et donc c'est important d'essayer de comprendre ces problèmes conceptuels, et c'est ce que je vais faire dans le reste du cours. Quels sont ces problèmes conceptuels? Alors, il y a un problème conceptuel qui apparaît ici, et prenons même le cas extrême des espaces sans bord, mais il semble qu'il n'y a pas d'évolution. Où est le temps? Est-ce que tout est figé? Est-ce que la physique est figée? Or, bon, il semble que le temps avance, donc comment peut-on réconcilier le fait qu'il y a un temps? Parce qu'après tout, le temps avance, ça ne doit pas dépendre de savoir si l'espace est asymptotiquement plat ou pas, ou si j'ai un terme ici ou pas. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans mon temps comment les choses avancent. Comment est-ce que je peux réconcilier l'existence d'un temps qu'on perçoit avec le fait que l'équation me dit, ben non, ça ne dépend pas du temps. Alors évidemment, le temps qui apparaît ici, c'est un paramètre. Et en fait, ce que cette équation me dit, c'est que si t est juste un paramètre qu'on peut changer comme on veut, c'est normal que psi, qui est invariant, qui a un sens physique invariant, ne dépende pas de ce t-là. Mais donc, comment retrouver le temps alors? Donc, c'est ce qu'on appelle le problème du temps. Et toute théorie invariante par paramétrisation connaîtra ce problème, aura ce problème-là. Donc, c'est lié à ça. Alors évidemment, dans le cas des espaces asymptotiquement plats, là on a un temps à l'infini qui est bien défini par la structure à l'infini et on a des équations familières. Mais néanmoins, même dans les cas des espaces asymptotiquement plats, si je suis un observateur à l'intérieur, qui utilise mon temps intérieur, à nouveau, je suis plutôt comme dans ce cas-ci. Donc c'est le même problème. Comment est-ce que je peux réconcilier, retrouver le temps? Donc, comprendre en tout cas pourquoi on a une équation de Schrödinger qui nous dit que les choses ne dépendent pas du temps. On le comprend un peu, on se dit, ben oui, ce temps-là, il n'a aucun sens, puisqu'il est lié au choix de n et de nk et que je peux choisir comme je veux. Donc effectivement, il y a une cohérence. Mais néanmoins, on est tous convaincus qu'il existe un temps. Où est-il? Premier point. Deuxièmement, quel est le sens physique de psi? Parce que pour pouvoir extraire de la physique, il faut être capable de calculer des produits scalaires pour avoir un nombre. Donc comment est-ce qu'il faut normaliser psi? Alors, on pourrait se dire naïvement, l'amplitude de probabilité d'avoir une certaine géométrie est donnée par le module de psi, enfin, c'est donné par le module de psi. La probabilité, ça va être ça au carré. Et donc, pour que psi soit, disons, dans un certain intervalle, on va intégrer sur les GIJ correspondants. Donc ceci pourrait me donner la probabilité pour que la géométrie ait une certaine valeur dans un certain, disons, domaine des géométries. Je vais calculer cette intégrale. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Alors je vais montrer que non, parce qu'en fait ceci diverge. Déjà pour des modèles de mécanique classique, où les choses sont par ailleurs bien définies, ça n'est pas la bonne chose à calculer. Donc le psi carré n'est pas la bonne chose à calculer, ça diverge, et il faut en fait introduire une condition de jauge dans le calcul des amplitudes de probabilité. Et je vais dire un mot là-dessus, mais on reviendra sur ce problème à nouveau plus tard. Et ceci est un peu... Je dresse le tableau général et j'annonce ce qu'on va faire plus tard. Je peux te demander juste pour ton tableau général, tu veux dire qu'il faut intégrer sur l'espace des métriques modulo transformation de jauge ou tu veux dire plus que ça? Aussi, il faut tenir compte de H. Donc modulo les transformations de jauge, mais y compris dans le temps, oui, y compris H. Et alors ça c'est bien, c'est beau de le dire, mais comment le fait-on? Bon. Donc, mais en imposant la condition, alors, on fait l'intégrale sur une hypersurface qui obéissent les contraintes. Je vais peut-être prendre un exemple et puis je reviens à ça. Un exemple tout bête. Prenons un système à 2 degrés de liberté. Q1 et Q2, avec comme contrainte... Et donc, je suis dans l'espace des phases, P1 est conjugué à Q1, P2 est conjugué à P2, et je suppose que j'ai une contrainte P2 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, cette contrainte? Qu'est-ce qu'elle engendre? Eh bien, c'est clair qu'elle engendre
un shift, une translation de Q2. Donc j'ai une transformation de jauge qui me permet de faire varier Q2 comme je veux. Donc Q2 n'est pas physiquement observable, parce qu'il peut prendre n'importe quelle valeur par symétrie de jauge. Et donc les vrais degrés de liberté physique, c'est Q1 et P1. Bon, alors psi va être, si j'applique les règles, une fonction, travaillons dans la représentation de coordonnées, des Q1 et des Q2. Mais doit être soumise à la contrainte. Et donc je vais avoir, mais ça c'est bien, pi2 étant conjugué à Q2, ça me dit dψ sur dQ2 est égal à 0. Ah, comme c'est agréable, ça veut dire psi est invariant de jauge, ne dépend que de Q1. Jusque-là, tout est bien. Maintenant, alors ici c'est tellement facile qu'on connaît la bonne réponse. Quelle est la signification de psi? Est-ce que pour calculer des amplitudes des probabilités, je dois intégrer sur Q1 et Q2 dans un certain domaine? Si je veux savoir quelle est la probabilité pour que Q1 et Q2 soient dans ce domaine, on sait clairement la réponse est non. Et d'ailleurs, ceci, quand je vais si j'intègre, par exemple, si je veux même normaliser à 1, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'intégrale sur Q2, comme ça ne dépend pas de Q2, me donne l'infini. Voilà, c'est le volume de la... Bon, dans ce cas-là, c'est simple. On a un groupe de jauge, un vrai groupe, avec une algèbre de Lie qui est une vraie algèbre de Lie, sans volume, sans Q et P dans les crochets. Donc là, c'est simple. On sait que la réponse, il faut factoriser par l'intégrale sur Q2, qui est dans ce cas-là, on peut dire c'est le volume ou des difféomorphismes. Et l'intégrale, c'est réellement uniquement sur Q1. Et comme ça ne dépend que de Q1, ça a un sens. Donc la manière de calculer des quantités physiques, c'est à partir de l'intégrale de psi de Q1 carré, des Q1. Donc on peut relier à ceci comme l'intégrale sur Q1 et Q2 avec une condition de jauge. Donc il faut insérer une fonction delta, qui est par exemple delta Q2. C'est pareil, là, sauf que là, il ne faut pas diviser par un volume infini, donc là c'est un... Non. Et donc, il faut insérer une condition de jauge quand on calcule les produits scalaires. Alors, ceci c'est clair, on comprend bien ce qui se passe, et il est clair que c'est la bonne chose à faire. Mais supposons que les contraintes soient plus compliquées. On peut insérer une condition de jauge, mais comment est-on sûr que ça ne dépend pas de la condition de jauge, ce qu'on calcule? Comment faire, donc, en d'autres termes, pour des théories plus compliquées, comment définir le produit scalaire? C'est ce que j'appelle le problème du produit scalaire. Définir un produit scalaire qui soit indépendant de la jauge, qui soit fini, et qui coïncide avec le produit scalaire physique pour les modèles simples comme celui-ci, où là on sait ce que c'est le produit scalaire physique. Donc il y a aussi le problème du produit scalaire. Donc ça, c'est des problèmes, je dirais, plus conceptuels, qui s'ajoutent bien entendu au problème de définir... Bon, donc ça, c'est pas que j'estime donc ce problème est important, hein, de qu'est-ce que c'est que cet opérateur. Mais même, imaginons que j'ai pu définir cet opérateur, que j'arrive même avec une solution de l'équation de Wöhler-de-Witt, je vous la donne, là, tiens, voilà psi de GIJ, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que je calcule avec ça la probabilité pour que l'univers ait telle géométrie? C'est pas ça que je dois calculer, mais comment je dois calculer les choses? Ou est-ce que si j'ai un psi qui dépend des GIJ dans un espace fermé, où est le temps? Donc ce problème-là, de toute façon, même si j'ai résolu les problèmes, disons, de définir ces opérateurs, quand j'arrive avec un psi, et que je vous demande maintenant, interprétons ça physiquement, je vais devoir affronter ces problèmes-là. Donc je vais me concentrer sur ces problèmes dans les leçons suivantes, parce que je ne sais pas comment résoudre ça. Tandis que là, on peut dire beaucoup de choses, en espérant que ça existe. Assez formel, mais au moins tu arrives à quelque chose. Oui, non, on peut contrôler. Mais certaines choses sont... Oui, malheureusement pour la gravitation qui est non linéaire, ça reste
formel, mais en tout cas, on peut chaque fois modéliser les choses par des modèles où on peut vraiment être précis et on voit que c'est la même structure. Bon. Mais j'expliquerai, hein, on ne va pas tout anticiper. Donc, alors c'est vrai que le problème du temps est particulièrement à nous sauter aux yeux dans le cas des espaces sans bord. Dans le cas des espaces asymptotiquement quelque chose, plat, antidocitaire, enfin, où il y a une zone asymptotique, où il y a des bords, on est un peu sauvé parce que là, il y a un Hamiltonien et il y a un temps au bord. Donc là, on peut contrôler, on comprend on a une évolution en ce temps asymptotique, ou sans temps du bord, mais on a quand même, pour les temps intérieurs, cette question-là qui reste. Alors, je voudrais peut-être encore dire deux choses, surtout que je pense qu'en cosmologie, mais avant je voudrais être sûr que j'ai tout dit. Oui. C'est d'abord comment la matière s'introduit, en particulier les champs scalaires, qui sont très populaires en cosmologie. Et peut-être aussi dire un mot sur la constante cosmologique, mais c'est très vite fait aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous dire comment les choses sont modifiées si on ajoute de la matière, en particulier un champ scalaire. D'ailleurs, un champ scalaire qui, dans certains modèles, est utilisé de manière essentielle pour résoudre le problème du temps. On utilise en fait le champ scalaire pour mesurer le temps. Donc c'est important de savoir comment la matière s'inscrit ici. Puis pour antidocitaire, si on pense à l'holographie et qu'on veut faire voir comment ceci s'inscrit dans antidocitaire, c'est important de savoir comment la constante cosmologique apparaît dans le formalisme. Donc je voudrais maintenant faire deux choses. Vous parler de l'introduction d'un champ scalaire et de la matière de manière plus générale, et vous parler de la constante cosmologique. Alors je commence peut-être par le plus facile, la constante cosmologique. Alors la constante cosmologique, de L, donc constante cosmologique, le Lagrangien avec constante cosmologique, c'est le Lagrangien d'Einstein-Hilbert plus le terme cosmologique qui, dans les conventions standards, est moins 2 lambda, où lambda est la constante cosmologique, racine de moins g. Et donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est dériver le hamiltonien en présence de ce terme supplémentaire. Donc lambda est la constante cosmologique, elle apparaît multipliée par racine de moins g dans le Lagrangien. Probablement que ceci dépend des auteurs. Alors, heureusement, c'est très facile d'introduire la constante cosmologique. Pourquoi? Parce que le terme que vous introduisez ne dépend pas des vitesses. Et donc la transformation de Legendre est inchangée. C'est juste vous modifiez le potentiel. Enfin, ceci, en fait, c'est n racine de g d'après ce qu'on a vu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous faites la transformation de Legendre, vous réécrivez les choses en hamiltonien? Eh bien, que ça va modifier simplement h. H va être l'ancien H. Alors le moins ici, mais c'est... Donc ça va avec le moins ici. Donc ça va être plus 2 lambda racine de g. Donc c'est aussi simple que ça. Et on peut montrer que ça ne modifie pas l'algèbre, les contraintes restent bien de première classe. Mais enfin, c'est même pas quelque chose à montrer, puisqu'après tout on le sait, puisque ça préserve l'invariance par changement de coordonnées, et on sait que ça se traduit dans le cas des contraintes par le fait qu'elles sont de première classe. Donc cette modification du H ne modifie pas les crochets de Poisson des contraintes que je vous avais donnés. Et qu'est-ce que ça va faire comme changement? Ça va modifier l'équation de Wheeler de Witt par le terme plus 2 lambda racine
racine de G, psi égale à 0. Donc quand lambda égale à 0, on retrouve le cas précédent, mais s'il y a une constante cosmologique, on a juste ça. L'autre équation n'est pas modifiée, parce qu'il n'y a pas de contribution au shift, et par conséquent a toujours la même signification d'invariance pour les difféomorphismes spatiaux. Bon, donc ça c'est facile. Alors si on a un champ scalaire, ben, il faut ajouter le Lagrangien du champ scalaire. Je vais le prendre de masse nulle. La masse n'est pas très ne complique pas beaucoup. Racine de moins g. Alors là, ben on va, pour arriver à l'hamiltonien, on va faire la transformation de Legendre non seulement sur les composantes spatiales de la métrique, comme avant, mais on a aussi des phi-points ici qui apparaissent de manière quadratique. Là, on a vu que la transformation de Legendre là était absolument inversible. Donc en fait, ce qu'on va avoir, on va introduire des moments conjugués. Donc on va avoir GIJ, phi. On va introduire les moments conjugués à GIJ. Et on va introduire les moments conjugués, peut-être j'appelle ça pi phi, pour ne pas le confondre avec la trace de pi, IJ, conjugué à phi. Et puis on va faire la transformation de Legendre, faire le calcul, etc. Mais en fait, alors c'est pas très compliqué, pourquoi? D'abord, le champ scalaire ne contient pas de dérivée de la métrique. Et donc la définition des moments conjugués à GIJ est inchangée. Il n'y a pas de contribution liée au champ scalaire. Ce n'est pas vrai s'il y avait des couplages dérivatifs entre le champ de matière et la métrique. Parce que s'il y avait des termes, des dérivés de la métrique qui contiennent le champ scalaire, mais des dérivés de la métrique, ça veut dire que potentiellement on change les moments conjugués, donc la transformation de Legendre va être plus compliquée. Dans le cas des champs scalaires et dans le cas des P-formes ou les dérivées covariantes, enfin extérieures covariantes ou extérieures toutes seules, disons, c'est pareil, les gammas tombent. Dans ce cas-là, les choses sont simples. La transformation de Legendre sur la métrique n'est pas changée par une contribution due à la matière, et donc le passage à l'hamiltonien est assez direct. Et de toute façon, on peut deviner à quoi on doit s'attendre, ce qui va se passer. Bon, vous voyez, il est direct, mais la métrique apparaît. Le laps apparaît, parce que si c'est n racine de g, j'ai de la métrique inverse, donc il y a le shift qui apparaît aussi. Donc il y a quand même, algébriquement, la métrique apparaît. Il n'y a pas de dérivée, d'accord, mais il y a quand même non seulement GIJ, mais aussi le laps et le shift. Et donc, puisqu'il y a le laps et le shift, on s'attend à ce qu'il y ait une contribution à h et à hk du champ scalaire. Peut-on deviner la contribution du champ scalaire à h et à hk? Réponse oui, quand on sait quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, qui est que les équations de contrainte h égale à 0 et hk égale à 0, donc je vais les réécrire. Et ça me permet d'illustrer un autre problème, une autre propriété intéressante. Les équations de contrainte h égale à 0 et hk égale à 0, elles sont en fait équivalentes aux équations d'Einstein G0 mu égale à 0. Après tout, on aurait pu se dire, oui, comment ces contraintes, c'est des équations d'Einstein, puisque après tout, on est toujours en train de jouer avec des équations d'Einstein. Ben oui, c'est celle obtenue en variant par rapport aux composantes G0 mu, puisque G0 mu, c'est moralement la même chose que le laps et le shift. Donc, c'est ces équations-là. Et les gens qui avaient étudié le problème de Cauchy pour la relativité générale savaient très bien qu'il y avait une grande différence entre certaines équations qu'ils appelaient les équations de contrainte sur les données initiales Q et Q point, et les équations dynamiques qui sont les autres. Donc en fait, GIJ égale à 0, c'est équivalent aux équations hamiltoniennes. G.IJ égale à GIJH, et puis .IJ
Hein, cette première équation, en fait, me redonne la définition des P en fonction des Q. Hein, c'est le formalisme hamiltonien standard. Et puis ceci me redonnera exactement ça, lorsque je substitue les P en fonction des Q points. D'accord, donc ça, que ceci soit équivalent à ça, c'est évident, puisque ça s'obtient en variant par rapport au laps et au shift. C'est-à-dire G0 mu. Et ça, c'est le tenseur d'Einstein. Hein. Alors, quand j'introduis un champ de matière, comment est-ce que les choses changent? Ben, on va introduire ces couplets au tenseur d'énergie-impulsion de la matière. Donc les équations d'Einstein deviennent, en présence d'un champ de matière, G0 mu égale à T0 mu, à des facteurs où c'est peut-être 8 pi G sur C4, donc, au lieu de 16 pi, donc il y a un facteur qui apparaît. Mais donc ce qu'on sait, c'est que les équations obtenues en variant par rapport au laps et au shift doivent me donner les équations d'Einstein avec T0 mu. Donc H va être modifié par le T00 et le T0K du champ de matière. Donc en fait, on travaille dans la base orthogonale, donc ça va être réellement T perpendiculaire, perpendiculaire. Donc c'est la même chose que G perpendiculaire, perpendiculaire égale à 0. C'est projeté dans cette base-là. Hein. Et donc ça va être modifié par T perpendiculaire, perpendiculaire et T perpendiculaire K. Donc ici, on va ajouter T perpendiculaire K, et ici, on va ajouter la densité d'énergie du champ scalaire, et là, la densité de moment du champ scalaire. C'est comme ça que ça va être modifié, c'est clair. Et donc ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? La densité d'énergie, la densité de moment du champ scalaire, c'est ça. Et la densité d'énergie, je l'ai écrite tout à l'heure, du champ scalaire, c'est pi phi carré. Alors il faut mettre les choses de manière à ce que le poids de densité soit bon. Il y a un racine de G qui est contenu là-dedans, donc il y a un sur racine de G là, plus 1 demi, gradient de phi au carré, racine de G, GIJ, DIJ, DI phi, DJ phi. Donc ça, c'est la densité d'énergie du champ scalaire qui vient s'ajouter à H. Et donc il va y avoir une nouvelle contrainte qui me dit que ceci plus la densité d'énergie du champ scalaire est égale à 0. Et une autre contrainte qui va être l'ancien HK plus la densité de moment du champ scalaire est égale à 0. Et on peut voir, donc ça je l'avais écrit tout à l'heure, donc vous allez me dire oui c'était, on s'en souvenait, comment voit-on que ceci est la densité de moment du champ scalaire, soit par le calcul du T0K, de T0K. Mais une autre manière de voir, c'est est-ce que, pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, est-ce que ça va bien engendrer par crochet de Poisson la transformation de phi sous un difféomorphisme de genre espace? La réponse est oui, parce que si je calcule le crochet de Poisson de phi de x avec l'intégrale xik de y, alors là il n'y a pas de P, il n'y a pas de champ scalaire, donc je peux l'oublier dans le crochet de Poisson, donc je vais le mettre ici, pardon, pi y phi virgule k, et ça, phi étant conjugué à pi, ça me donne bien la dérivée de l'i du champ scalaire phi, et comme c'est un scalaire, la dérivée de l'i est juste la dérivée dans la direction du vecteur. Donc effectivement, c'est une manière de voir que ça doit être... En fait, c'est phi point, phi virgule k, donc on sait que c'est ça pour un champ scalaire, la densité de moment, mais c'est une manière de voir qu'on ne s'est pas trompé, ça engendre bien cette transformation-ci. Et donc l'équation de Wheeler-DeWitt dans ce cas-là, on peut mettre tout, on peut mettre un champ scalaire et la constante cosmologique, donc il faudra compléter ceci par les termes qui viennent du champ scalaire, mais aussi ma fonctionnelle d'onde, elle va dépendre de GIJ et de phi, si je travaille dans la représentation. Donc je vais avoir un objet encore plus monstrueux, qui va être psi GIJ de x, donc qui va être une fonctionnelle de GIJ et de phi, et dont la dépendance en GIJ et phi va être contrainte par une équation de type Wheeler-DeWitt, mais où j'ai une contribution
qui agit sur le scalaire. Quelle est-elle? Eh bien, je remplace pi phi par la dérivée fonctionnelle par rapport à phi. Donc je vais avoir 1 demi, donc je vais avoir plus, donc dans l'équation, hein, je n'ai pas la place pour l'écrire là, donc j'écris ici, 1 demi, delta 2 avec un moins, puisque c'est le carré, plus racine de g, il y a 1 sur racine de g ici, racine de g, dk phi agissant sur psi. D'accord? Donc je remplace juste ceci, c'est le moment conjugué à phi, donc c'est la dérivée par rapport à phi. Enfin, h bar sur i, il faut la dériver par rapport à phi. Et je vais avoir l'autre contrainte va être modifiée, mais comme je viens de l'observer, c'est juste ce qui engendre la transformation de phi sous difféomorphisme. Donc ce que ça va me dire, c'est que pour les difféomorphismes d'espace, psi est invariant. Mais évidemment, les difféomorphismes d'espace transforment GIJ, comme on l'a vu, et transforment phi, comme c'est écrit là. Donc quand je fais l'ensemble, j'obtiens quelque chose qui est invariant. Donc conceptuellement, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a des degrés de liberté supplémentaires. Et ça va être vrai pour tous les champs de matière. Si vous introduisez le champ électromagnétique, par exemple, eh bien, vous allez voir que la contrainte hamiltonienne va être modifiée par la densité d'énergie du champ électromagnétique, E carré plus B carré. E étant conjugué à A, ça va vous donner un terme de ce type-ci dans l'équation d'Euler de Witt. La contrainte de moment HK va être modifiée par la densité de moment linéaire du champ électromagnétique, donc le vecteur de Poynting, qui, il se fait, engendre précisément les difféomorphismes de genre espace. Et puis, alors là, puisque je parlais de l'électromagnétisme, il y a une invariance de jauge. Il se fait qu'il va y avoir une contrainte supplémentaire qui est associée à cette invariance de jauge, donc les transformations où vous transformez le potentiel vecteur par le gradient d'une fonction. Et il va y avoir une équation supplémentaire qui, dans la théorie quantique, va vous exprimer que la fonction d'onde est invariante pour ces transformations de jauge. D'accord? Mais donc là, la chose compliquée à comprendre, c'est la gravitation. La gravitation, une fois qu'on a compris conceptuellement les choses pour la gravitation, bon, pour les questions conceptuelles que j'ai mentionnées, l'introduction de champs scalaires peut peut-être aider à la résolution, mais n'apporte pas de nouvelles questions conceptuelles. Donc, c'est pour ça que je vais me concentrer sur la gravitation pure dans ce qui suit. Parce que si on a compris comment traiter le problème du temps et le problème, ou l'origine du problème du temps et le problème du produit scalaire, de comment calculer des amplitudes dans le cas de la gravitation, conceptuellement en tout cas, c'est facile d'introduire pour ces problèmes-là les autres champs. Qui peuvent simplifier d'ailleurs le problème pour le problème du temps, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, j'ai essayé de vous brosser évidemment un tableau très large et dans une certaine mesure impressionniste. Et donc je vais essayer de préciser un certain nombre de points dans les leçons qui suivent. Donc ici j'ai essayé peut-être d'attiser un peu votre intérêt. Et donc la leçon prochaine, par exemple, je vais aborder le problème du temps. Enfin, je crois que c'est la leçon d'après, je parlerai du produit scalaire. D'accord? Donc je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Peut-être, non, quand même, une chose qui est assez jolie, quand même, et je termine là-dessus, une fois qu'on a réalisé que les équations d'Einstein se découplaient de cette manière-là, rappelez-vous, je vous ai dit, les contraintes, elles sont préservées dans le temps si les contraintes sont satisfaites et qu'on utilise les équations dynamiques. En fait, c'est une réexpression des identités de Bianchi contractées. Si vous regardez les identités de Bianchi contractées, qui découlent d'ailleurs de l'invariance de jauge, donc on est en train que de répéter toujours la même chose. Hein. Les identités de Bianchi contractées, c'est ça. Si je prends alpha égale à 0, elles me disent la chose suivante. Bon, le présent, je n'ai pas fait grand-chose. Si je regarde maintenant, si je regarde ça en détail,
et puis je regarderai, je déballe. J'ai 0, la dérivée covariante, c'est la dérivée ordinaire. Puis je vais avoir des termes qui auront la forme gamma fois g. Et c'est une identité. Mais vous voyez qu'elles me disent que la dérivée temporelle de G00, c'est-à-dire de cette contrainte-là, est égale à 0 si les contraintes sont satisfaites. Là, il n'y a pas de dérivée temporelle, donc sont satisfaites à l'instant initial, et là, il n'y a pas de dérivée. Donc vous voyez que l'identité avec alpha égale à 0 me dit que la dérivée temporelle de h est égale à 0 comme conséquence des autres équations et des contraintes. Et pareil, si maintenant je mets un indice spatial ici, A, je vais obtenir, j'ai A0, A, je vois que la dérivée temporelle de la contrainte ici, puisque ça on a vu que je vous ai dit c'est cette contrainte-là, est égale à 0 si les équations dynamiques sont satisfaites, et les contraintes et les équations dynamiques sont satisfaites ici. Donc on voit que les dérivées temporelles des contraintes sont satisfaites en vertu du reste. C'est ce que je vous ai dit, c'est la propriété de première classe. Je vous ai écrit ça de manière peut-être un peu compliquée par rapport à ça avec les crochets de poisson, que je n'ai pas vérifié explicitement. Mais tout ça se tient, et on le voit clairement en regardant les identités de Bianchi contractées qui me disent effectivement directement que les contraintes sont préservées dans le temps si les autres équations sont satisfaites. Et les contraintes. Mais c'est H point qui m'intéresse. D'accord ? Voilà. Je termine là-dessus. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Et donc, à partir de la semaine prochaine, on va essayer de donner un peu plus de consistance, au sens de consistance, pas cohérence, aussi de la consistance, les deux, en fait, à un certain nombre de problèmes que j'ai adressés ici. Voilà. Je vous remercie.